Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 26 de Tsi, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Comme chaque semaine pendant la saison, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Romain @geox120 sur Twitter. Salut Romain. Salut Will, salut Soaski France sur Twitter. Et bah justement, on va parler de Soaski, mais avant, ça va, t'as pas mangé trop de chocolat? T'es en forme pour ce soir? Je suis en forme pour ce soir et pour les quelques épisodes qu'on va vous préparer pour le mois d'avril qui sera le mois du bilan. Le mois du bilan des différentes compétitions de Coupe du Monde, de Championnat du Monde de cette année. Et puis, donc on va prendre les disciplines les unes après les autres. Et aujourd'hui, on commence avec le saut à ski masculin. Oui, tout à fait, une saison à rallonge, on a eu l'occasion d'en parler, qui débutait début novembre, qui a fini là récemment début avril. Et on va commencer notre bilan par un avis subjectif avant d'aller dans les chiffres. Comment tu noterais cette saison? Comment tu l'as ressentie? Écoute, moi, je lui ai mis 9 sur 10 à cette saison, euh, de par le fait qu'on a eu je trouve des compétitions intéressantes quasiment, hormis une ou deux, des protagonistes qui se sont montrés, on en parlera plus tard. Donc globalement, j'ai mis 9 sur 10 à cette saison. Et toi? Ah bah, je me trouve un peu gêné presque. J'ai mis un 6 sur 10, je sais pas, j'ai eu du mal à. Enfin, on a eu une belle saison, hein, et on va y revenir. Peut-être c'est un peu dur, 6,5, 7. Mais finalement, à peu près dès février, dès même janvier, on sentait que le globe allait être joué. Je sais pas, il manquait un petit truc peut-être d'excitation, alors qu'effectivement, on a eu beaucoup de compétitions et peut-être on peut tout de suite aller vers les athlètes de la saison. Moi, je me suis noté, on avait un Big Four, comme ils aiment bien souvent dire dans le foot, on avait quatre athlètes largement au-dessus du lot. Oui, je pense que c'est normal de citer ces quatre athlètes comme les athlètes de la saison. Donc le vainqueur du Globe, Alvor Egner Granerud, le vainqueur du Globe de vol à ski, Stefan Kraft, le troisième du classement de la Coupe du Monde, Angel Anisek, et le quatrième, David Kubaski. Ce sont quatre athlètes qui ont trusté la plupart des podiums cette saison, et du coup, c'est normal de les retrouver en haut de l'affiche. J'ai déjà cette première stat pour nos auditeurs. Donc, si on prend ces quatre athlètes, ils ont à eux quatre trusté 67 podiums cette saison. Donc sur 96 possibles, c'est ça? Ouais, non, 62 parce que je t'ai rajouté les épreuves de championnat du monde. Donc, Là où à ils ont peu été près, le moins sur le podium en plus d'ailleurs. Là, un peu exactement. leur point commun, c'est qu'ils ont moins performé au championnat du monde. Et c'est vrai, et je pense que c'est peut-être presque le moment de parler des stats parce qu'on avait ces athlètes-là qui aussi se caractérisent tous par un style magnifique. Oui, en effet, sur les stats aussi bien de notes que de top notes, c'est-à-dire les 19,5, les 20, on retrouve ces athlètes au haut de l'affiche, et notamment donc dans le classement, je vous le donne d'abord, le classement des 20 avec Angel Anisek qui a remporté avec 10-20 le classement, devant Stefan Kraft 9-20 et Camille Storr 6-20. Et ensuite, j'ai regardé les 19,5. Et là, c'est Stefan Kraft avec 48 19,5 qui devance Angel Anisek avec 35, Alvor Ener Granerud avec 35 et Kubaski avec 28. Donc on retrouve bien ces quatre concurrents, et donc le classement de style qu'on a suivi de façon haletante toute la saison a été remporté, alors vraiment de justesse, par Alvor Egner Granerud avec une moyenne de 18,477
devant Stefan Kraft 18,472. Ah oui, effectivement, Et c'est troisième en ouais, voilà, donc assez incroyable. Et on peut revenir un peu sur le déroulé de la saison. On a quand même eu, je pense que on est nombreux avant la tournée à avoir dit Koubaki sera le vainqueur du globe. En tout cas, il en avait vraiment la tête. Il avait fait quasiment que des podiums en arrivant à la tournée. Il a même été très bon jusqu'à sur la tournée aussi, hein. Euh, presque jusqu'à Sapporo, il enchaîne les podiums. Et là, il y a eu, c'est vrai quand même, la tournée a représenté un switch entre un Granerud qui se cherchait en début de saison, un Koubaki qui marchait sur l'eau, et puis après, Granerud a enchaîné janvier, février, il a écrasé tout le monde. Et oui, Granerud avec 12 victoires tout au long de la saison devant David Kubacki, 6 victoires en termes de podium aussi, avec 18 podiums devant Kraft 17, et en termes de top 10, avec 29 top 10 devant Kraft 28. Donc comme tu l'as dit, Granerud qui finalement aura tout gagné cette année. Presque tout gagné. Et il a laissé finalement à l'homme du mois de mars, si on décompose la saison, on a eu on va dire un mois de décembre Koubaki. À partir de la tournée, c'était Granerud janvier, février. Et on a quand même, je pense que Kraft doit être celui qui doit remarquer le plus de points sur le mois de mars grâce à ses bonnes performances au voile à ski, même si Granerud n'est pas un manche. Euh, Granerud, c'est son deuxième globe hein, en 3 ans. Il confirme. Lanišek, c'est sa meilleure performance en carrière avec cette troisième place. Et Koubaki, s'il n'avait pas été absent les 2 derniers week-ends, voire presque 2 et demi derniers week-ends, il aurait aussi certainement sa place sur le podium et quand même très proche du globe. Donc euh, on a, euh, on a ces 4 athlètes qui vraiment nous ont enchantés cette saison. Oui, Granerud qui bat tous ses records puisque avec 12 victoires, c'est sa saison la plus aboutie. Lors de son premier globe, il en avait gagné 11 épreuves. Il a fait 18 podiums lors de son premier globe, il en avait fait 13. Et des top 10, alors là, il les a empilés puisqu'il en a fait 28 contre 18 lors de son premier globe. Donc on est déjà à 25 victoires en carrière pour Granerud. Après seulement, c'est quelqu'un qui n'était pas connu avant son globe, hein, et qui, du coup, en 3 saisons, a déjà raclé 25 victoires. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que mais c'est un sauteur passionnant. Il réfléchit beaucoup, on le dit souvent. Il nous a fait vivre une tournée passionnante avec un peu ses états d'âme à chaque tremplin. On attend un peu les réactions de Granerud maintenant, comment il vit ce tremplin. D'ailleurs, et voilà, Planitza au championnat du monde, ça l'a pas fait d'un point de vue technique. C'est un sauteur sensible, voire peut-être même hyper sensible. Quand on voit par exemple des crafts ou des choses comme ça qui sont très très constants. Et, euh, et ça en fait aussi un attrait pour la saison, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Un Stéphane Kraft, lui aussi, retrouvé, puisque cette deuxième place, c'est sa meilleure performance depuis son globe de 2019-2020. Il n'a pas battu son record de victoire cette année avec 5 victoires, puisque il a fait une année à 8 victoires lors de son premier globe en 2016-2017. Il égale son record de podium Ah avec oui. 17 podiums, comme en 2016-2017, et c'est son record de top 10. Donc Stéphane Kraft arrive, je pense, au sommet. On dit toujours essayer de trouver quel est l'âge moyen des athlètes pour lequel ils sont au pic. Et à 29 ans, je pense qu'on retrouve quelqu'un qui a cette maturité du nombre de saisons. Et il sera, comme tu l'as dit, un candidat lui aussi pour le Globe l'année prochaine. Surtout que j'ai pas regardé exactement, mais avec donc il a 1790 points. Avec ce total point, il aurait gagné un grand nombre de globes les années précédentes. Alors peut-être si on regarde sur la moyenne des points, parce qu'il n'y a pas toujours le même nombre d'épreuves, mais il a fait une saison de vainqueur du globe, bah, tout comme Lanišek et Koubaki, si virtuellement il avait fait toutes les épreuves. En fait, ces quatre-là avaient une tête de vainqueur de globe. C'est ça qui est incroyable, en fait. Le quatrième de la saison aurait certainement gagné 8 globes sur 10 dans les saisons précédentes. Exactement. Après, comme tu le dis, je pense qu'il faut regarder la moyenne pour voir. Mais aussi bien l'un que l'autre. Hein. C'est Lanišek, comme tu l'as dit, qui fait sa meilleure saison en carrière. Il avait gagné pour la première fois l'an dernier. Cette année, il gagne 4 fois. Il avait fait 7 podiums l'an dernier. Il en fait 16. Et il avait fait alors 14 top 10
en 2020-2021. Il y a 2 ans, il avait fait plus de top 10 que l'an dernier et là, il en fait 24. Donc à 26 ans, on a un athlète qui passe dans une autre catégorie et David Kubacki fait la meilleure saison depuis 2019-2020. Je l'avais un peu oublié, mais dans ces années-là, il avait déjà terminé 4e. C'est l'année où il a gagné la tournée. Et cette année-là, en 2019-2020, il a gagné 3 fois. Cette année, il a gagné 6 fois. Cette année, il avait fait 10 podiums. Cette année, il en a fait 15. Il avait fait 18 top 10. Cette année, il en fait 23. Donc, comme tu l'as dit, en plus du nombre d'épreuves, mais on a eu des saisons la 19-2020, il avait fait autant d'épreuves Kubacki, hein. Donc ça montre très bien que il avait fait 1169 points. Là, il y a 400 points supplémentaires. Et donc, ces 4 athlètes se sont bataillés. C'est pour ça que moi, j'ai mis une note plutôt élevée parce que il n'y avait pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'absence. Et finalement, c'est Granerud qui, malgré quelques faux pas au tout début de l'année, quand Kubacki menait, s'est retrouvé en haut de l'affiche le plus longtemps pour remporter ce globe et d'assez loin. Ouais, voilà, donc c'est vrai que c'est extraordinaire et tu vends bien ta note et je cède un peu à tes arguments. Surtout que si on élargit un peu la liste de résultats, le cinquième, c'est Ryoyu Kobayashi, donc qui fait on va dire une demi-saison, qui s'est réveillé à partir de Sapporo. Piotr Zouha, qui a été très bon pour lui en début de saison. Andreas Wellinger, l'allemand. Timi Zajc, Daniel Schofenig, et donc le top 10 est clos par Manuel Fechner. On peut presque se demander comment. Il a surtout bien commencé la saison, mais c'était un top 10 d'une grande densité, justement. Quel serait pour toi, on va dire le top? Donc là, on a parlé des 4 athlètes qui étaient au-dessus du lot, mais le top, la bonne surprise de la saison, peut-être. Écoute, je vais en citer 2 et puis je te laisserai en citer 2. Mais pour moi, il y a Timi Zajc, vainqueur et champion du monde en individuel et par équipe chez lui. À 22 ans, il fait sa meilleure saison en carrière. Il égale la performance de l'année dernière où il avait là aussi terminé 8e. Mais je pense qu'on est arrivé dans une autre dimension pour Timi parce qu'il a gagné un grand rendez-vous en plus chez lui. Et du coup, je pense que c'est le futur très grand du saut à ski. Et ton deuxième? Mon deuxième, c'est un revenant, c'est Andreas Wellinger, qui fait sa meilleure saison depuis l'année 2017-2018 où il avait terminé 6e. Un Andreas Wellinger donc, qui termine 7e avec 2 victoires. C'est sa meilleure saison en carrière en termes de victoires. C'est quelqu'un qui était quand même tombé. Alors, il était blessé en année 2019-2020, c'était une année blanche. L'année 2020-2021, il a fait que 7 épreuves. Il a été non classé. Et l'année dernière, il était revenu à 29e place. Et donc là, d'être 7e, pour moi, c'est le grand retour d'Andreas après 6 années ou 5 années en moins, vraiment très très loin des performances. Ouais, il fait Et partie de de ton ceux côté? juste pour du coup Wellinger, il fait partie de ceux qui ont le plus gagné de place cette saison au classement général. Il en a repris 22 par rapport à la saison précédente. Un qui en a pris 23, alors il fait partie du top 4, mais c'est Kubacki parce que je pensais pas à la fin de la saison dernière le voir se battre pour le globe et puis il nous a vraiment fait un début de saison phénoménal. Et, euh, et j'ai noté aussi Daniel Schofenig, euh, parce qu'il est très jeune et qu'il rentre dans le top 10 mondial en ayant été très constant et en faisant ses premiers podiums. Et c'est une pépite, en fait, hein, tout simplement. Dans une équipe d'Autriche ultra compétitive, hein, ils sont 5 dans les 13 premiers du général. Bon, avec un gros tir groupé, 9, 10, 12, 13. Mais c'était l'équipe dominante et on va suivre Tchofenig de très près dans les années qui viennent. Exactement, parce que Tchefening, comme tu l'as dit, hein, il a tout juste 21 ans. Il les a fêtés là il y a 10 jours. Sa première saison en 2020-2021, il ne fait que 2 épreuves, où il marque quand même 30 points en 2 épreuves. Donc ça montrait déjà son classement. Il termine 51e de la Coupe du Monde. Première Coupe du Monde entière, celle de l'année dernière, où il termine 25e avec 3 top 10. Et donc cette année, 9e avec 3 podiums et 17 top 10. Donc on voit très bien un athlète avec son âge, hein, donc un an de moins que Timi Zajc, qui sera tout en haut de l'affiche dans l'année prochaine ou les 2 années. Je pense qu'on peut citer Domen Preutz, qui lui a gagné, je crois, la bagatelle de 26 places
44e l'an dernier, 18e cette année. Un domaine Preutz qui a fait 7 top 10. Donc c'est son meilleur total de top 10 depuis l'année 2018-2019. Il a fait son premier podium depuis 2018-2019. Grand retour de Domaine, et Domaine n'a que 23 ans. C'est fou ça, j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. Et les autres qui ont fait des entrées fracassantes dans le classement, donc c'est Giovanni Bressadola, qui était 71e l'année dernière et 33e cette saison. Ça tombe encore sur moi, Alexander Schneersol. T'auras réussi à pas le prononcer de la saison. Une Qui seule était, fois. qui était 66e et qui est 32e cette année. Et Philippe Raimund, qui était mon chouchou au moment de la tournée et qui rentre enfin dans le top 30 mondial après avoir été 62e l'année dernière. Donc 62e, 71, tout ça, c'est des athlètes qui avaient dû marquer une ou deux fois des points. Je pense que Raimund, il avait dû être dans le groupe national à la tournée. Et donc là, il s'est inscrit dans l'équipe de Coupe du Monde. Donc c'était les meilleures progressions de la saison. Alors, alors, Et je pense malheureusement que tu te trompes, car il y ah, a le rookie de l'année et tu ne l'as pas cité. ah oui, C'est vas-y, dis-moi. monsieur Christopher Eriksen Sundal, non classé l'an dernier. Il Ah termine oui, 27e, donc son augmentation n'est pas commensurable. tout Donc à fait. 27e pour Sundal, le rookie de l'année, le Norvégien. Et la même année que Timi Zajc, avec 3 top 10, il rentre directement dans le top 30. Et c'est un sauteur que tu adores. Et donc, je pense que tu La voulais tortue, la éviter. fameuse tortue. Non, non, c'est vrai, il est passé sous les radars, mais parce qu'il n'a pas non plus fait de performances exceptionnelles, mais il a été là toute la saison. Et c'est vrai que quand c'est un jeune, déjà faire un socle solide toute la saison. L'année dernière, justement, Tchouafénik, c'est sa première saison et il est à peu près dans le même ordre de classement que Sundal. C'est peut-être voilà, l'étape de faire une saison complète, assimiler la fatigue, découvrir tous les tremplins. Et puis, on verra l'année prochaine si comme Tchofénig, il arrive à rentrer dans le top 10. On peut juste faire la remarque, si on regarde par exemple le top 15, que c'est une Coupe du Monde de vieux, hein, presque un peu, de vieux, ou en tout cas d'expérimentés. Voilà, Kraft, il a l'approche la trentaine, Koubaki, il l'a déjà, Zoua, il est de 85, Wellinger, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Fettner, Geiger, Haybock, Stor, Eisenbichler, Forfang, c'est vraiment pas des jeunes, c'est des trentenaires bien tassés. Et donc Bien fait. Timizaï chez Tchofénig, c'est vraiment les deux seuls jeunes quoi qui se hissent dans le top 15 mondial. Oui, et comme tu le dis, le fait qu'il y ait eu autant d'épreuves, ça demandait à avoir une certaine maturité. Et là, on le voit très bien dans le type d'âge, et les tout jeunes sont un peu en dessous. C'est les rookies qu'on a mentionnés, dont Philippe Raymond et Christopher Sundal. On a parlé des belles surprises, on va maintenant parler des gadins, de ceux qui nous ont déçus, et je te laisse en citer un ou deux pour commencer. Alors, je vais en citer un et je te laisserai aussi en parler parce que je sais que c'est vraiment ton chouchou et que tu l'aimes beaucoup, mais possible de ne pas citer Marius Lindvik. Il était troisième mondial l'année dernière, il était champion olympique, voilà, il était vraiment sur une super forme. Il fait un podium le premier week-end, tu te souviens de ça peut-être? Il fait un podium le Mhm. premier week-end et puis après, patatras, quoi. Techniquement, c'était dur, quoi. Il nous a fait une saison entière à sauter dans ses skis en un millième de seconde et à se retrouver en freinage. Alors voilà, il y a un top 6, il a un top 10 par-ci par-là, hein. Il était présent, quoi. Il a sauté, à part les deux derniers week-ends, il a sauté toute la saison. Mais vraiment, techniquement, même, enfin voilà, nous, on n'est pas des professionnels, mais là, c'était vraiment des fautes techniques qu'on voyait. Et il n'a pas réussi à se reprendre, il n'a pas réussi à changer. Donc, on va voir s'il se reprend la saison prochaine. Et le deuxième, c'est un peu un flop collectif. Tu as cité Wellinger en bonne surprise, mais je crois que malheureusement, c'était un peu la seule éclaircie un peu chez les Allemands, parce que dans l'équipe d'Allemagne, ça a été un peu difficile. Geiger est 11e, il nous sort un podium de temps en temps, fois bien aidé par le vent, mais il y avait vraiment aucune constance. Eisenbichler, il est fantomatique, il s'est approché du podium deux, trois fois, mais voilà, aucun éclat. Et le niveau général de l'équipe était assez moyen. Alors c'est l'Allemagne, hein, c'est pas catastrophique. Ils sont toujours 3, 4, 5 dans les points, mais par rapport aux moyens de l'équipe d'Allemagne, on peut attendre plus. Et ailleurs, les Allemands attendent plus. Oui, c'est sûr. Alors, je vais d'abord revenir sur Lindvik, puisqu'en effet, c'est un sauteur que j'adore.
Je pense que si on veut trouver une réponse dans la performance de Lindvik, il faut regarder ce qu'il a fait l'année dernière. Lindvik, l'année dernière, il est champion olympique. Il est champion du monde de vol à ski. Oui, Il a gagné à Holmenkollen. Il a gagné à Planica. Il a gagné à Bischoff, sachant que les années d'avant, il avait déjà gagné à Innsbruck et à Garmisch. Donc, on est sur un sauteur qui, à 23 ans, réussit tout d'un coup. Et du coup, je pense que de par les sollicitations des médias, la pression du saut, il y a eu une préparation peut-être un peu dilettante parce qu'il n'a que 24 ans. Et moi, c'est là-dessus, peut-être de rester, comme tu l'as très bien mentionné, sa technique de saut est trop binaire. Elle ne marche que très rarement. Elle est très, très agressive. On peut adorer, mais autant Domaine Préhout, ça a une technique agressive et ça marche en vent de face, autant Lindvik, là, ça marchait même plus à la fin. On l'a dit plusieurs fois dans notre podcast qu'il fallait qu'il aille refaire ses gammes. Mais moi, je pars vraiment c'est un peu alors c'est pas le baby blues, mais c'est peut-être le Olympic blues. On passe de tout, d'une année où il a vraiment tout réussi à une année où on ne réussit rien. Et ensuite, comme on le sait tous, le moral en saut à ski a un impact énorme. Et c'est pas le premier sauteur à ne pas du tout retrouver ses gammes sur le tremplin. Moi, c'est mon explication pour Marius, même si j'espère qu'on le retrouvera au top niveau, mais c'est le seul moyen que je puisse expliquer une chute aussi importante dans le classement. Les Allemands, je vais pas les citer. Ça s'entend. C'est vrai que une telle quantité de réussite l'année dernière, c'est invraisemblable et c'est peut-être plus une saison normale cette saison que tout ce qu'il a réussi la saison dernière. Voilà, les Allemands, je suis d'accord avec toi. Karl Geiger, il a fait pas mal de podiums, mais toujours un peu alors, il a fait 5 podiums et 9 top 10, enfin 9 entre 4 et 10, donc au total 14 top 10. Au global, Karl Geiger, il a la performance de quelqu'un qui est dans le top 10 mondial, et d'ailleurs, je pense qu'il termine dans le top 10 mondial. Donc, on 11e, peut pas dire que le pauvre. c'est 11e. 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 On Il est peut pas allé à dire que c'est Rasnov. Les Allemands, ils ont le cheat code Rasnov. Wellinger, il s'est rajouté 100 points, alors que du coup, il aurait perdu. Il aurait été. C'est lui qui aurait été 9e. Geiger, il s'est rajouté 60 points. Eisenbichler, 50 points. Bon, ça change pas toute la face de la Coupe du Monde, mais ils ont été un peu aidés dans le classement par ça. Mais oui, Geiger est hors du top 10. Ouais. hors du top 10. Et moi, j'ai mis les Japonais, et notamment un Japonais, Yukiya Sato, qui fait une chute. Alors lui, c'est un énorme gadin. Je crois qu'il était 13e l'an dernier. Et alors, il est, je sais pas où il est, mais il doit être au-delà de la 40e place Je crois qu'il a dû cette mettre année. un. Ouais, il a mis très peu de 54e. points. 54e, 21 points. Voilà. En... Et je pense que tu rajoutes Yunshiro et Keiichi Sato qui ont aussi eu des chutes. Et du coup, côté japonais, et on attendait Ranni Keido, que j'avais placé très très haut comme un espoir au vu de son Grand Prix d'été et qui termine à la 43e place. Donc moi, les Japonais, malheureusement, on peut vrai, ouais. expliquer tout sur une combi ou quoi. C'est pas ça. Et le dernier que je mentionnerai, c'est cette fameuse stat du quel est le sauteur avec le plus de place entre la 4e et la 10e place, mais qui n'a pas fait de podium. Farfang ou Et non, Stor. c'est Stor. Ouais. Stor, 15 places entre 4 et 10. Deuxième, Eibok, 13 places entre 4 et 10. Puis Earl, 12 places, et Forfang, 12 places. C'est les 4 sauteurs qui ont approché le podium, mais n'ont jamais. Alors, j'ai pas mis le team event parce que je crois que Forfang, il a eu des médailles avec Ström. Et peut-être que Stor, non, je crois que Stor, il n'en a même pas eu. Donc voilà pour les déceptions. On va aller maintenant. Je voulais, en regardant là le classement, tu vois, c'est amusant la subjectivité aussi. Yukiya Sato rate sa saison avec 21 points. Et avec 21 points, on a Yeven Maroussiak, l'Ukrainien. On pourrait presque rentrer dans les bonnes surprises ou révélations de la saison parce que il a fait des bonnes épreuves, surtout en vol à ski. Il a fait des super championnats du monde. Comme quoi, voilà, tout est relatif Et, et c'était bien de voir un Ukrainien marquer des points. Et je je crois que c'est ne sais pas ce que tu as fait à ton tableau, mais Jonas Schuster aurait marqué 26 points. Je oui, ne les ai pas vus. Rasnov, top 10. Ah, C'est pour ça, d'accord.
Il y a Rasnov, si on enlève Rasnov, on peut remodeler pas mal de la fin du classement parce que Kasper Ah ouais, il y Jurosek qui marque 18 points. Enfin, on a tout plein de trucs. On a des Bartol, Koutelka qui met 10 points sur ses 11 de la saison. Mais aurait- effectivement, mais bah, voilà. Et Romain Roussiak, lui, ses points, il les a mis dans des épreuves. Enfin, il en a mis que 3 fois, plus deux très bons épreuves de championnat du monde. Mais c'était un peu le clin d'œil parce que le saut à ski masculin, ça reste seulement 6 pays qui ont mis des podiums. Ça reste très très concentré au top niveau. Aucun Français aussi qui était engagé cette saison. Quelques points des Turcs, les États-Unis qui marquent plus de points que d'habitude, on va dire. Ils s'entraînent avec les Norvégiens et ça paye un petit peu. La Finlande qui n'en met aucun dans le top 30, même s'ils ont mis régulièrement des points. Bah voilà, c'est ces pays un petit peu à la lisière là qui peu le classement. Il y a un twitto polonais qui s'amuse à faire le classement des petits pays. C'est toujours assez rigolo. ouais. Enfin rigolo. En tout cas, c'est assez Et éclairant du de coup, voir c'est pas le gagné, du coup, cette année, le classement des petits pays. faudra qu'on se renseigne, Ah mais ben, c'est pas si tu mets la Schwanden, Suisse, si tu mets la Suisse dans les petits pays, je pense que c'est des Schwanden, il est 26e des mondial, Schwanden qui gagne. parce que Du sinon, coup, si on regarde donc les victoires par pays, c'est la Norvège qui l'emporte avec 12 victoires devant la Pologne 7 et la Slovénie 6. En termes de podium, c'est l'Autriche avec 22 devant la Pologne et la Slovénie 21 et la Norvège 20. Donc on voit vraiment ces quatre nations qui se sont tenues. Et en termes de top 10, et c'est là où tu parlais de cette homogénéité autrichienne, 86 top 10 pour l'Autriche, devant la Pologne 62, la Slovénie 61 et la Norvège 60. Donc on a toujours les trois qui se après, suivent. C'est sûr que la après Norvège a bénéficié de Granerud. ils ont 20 podiums, dont 18 de Granerud. Tu disais l'Autriche, 22 podiums, dont 17 de Kraft. Voilà, ils ont été Ouais, c'est ça. aussi bien aidés, mais voilà, les autres, il va dire, ils La étaient plus dans le. Pologne, la Pologne, 21 podiums, dont 16 de Kubaski, et la Slovénie, 21 podiums, dont 16 de Lanišek. Donc voilà, il y a Et les quatre tu vois, bah, là. Granerud, il empêche à lui tout seul la crise en Norvège, hein, parce que le deuxième, c'est Forfang, il est 16e, à des années-lumière de la tête. On a Tandé qui était assez irrégulier. Bon, Lindvik, on en a parlé. Johansson, on l'a appelé le fantôme une partie de la saison. Euh, Granerud, Même toute il la aide, saison, on aurait fantôme. ouais, il aide bien son équipe à sauver son bilan général. On va passer à Exactement. du subjectif parce que faut aussi se faire plaisir en fin de saison. Est-ce que tu as un concours que tu pourrais dire, allez, c'était le concours de la saison? Bah écoute, moi j'ai mis Bischofshofen pour couronner la tournée en général. Je pense que ton indice de loterie nous dit que la tournée a été le moment le plus stable en vol. J'ai bien aimé le rythme, j'ai bien aimé ces histoires un peu de psychologie avec Granerud. Donc moi j'ai placé Bischoff pour couronner la tournée en général. Et toi? Alors moi j'ai mis, c'est vrai que, enfin déjà j'aime bien ton choix, et je l'apprécie parce que c'est l'occasion d'introduire le facteur de loterie et Bischofshofen était l'épreuve la plus stable de la saison, de d'assez loin d'ailleurs avec un peu Wisla et c'était agréable et ça marquait la fin d'une tournée, d'une belle tournée. Moi je me suis noté la première épreuve de Ruka, donc là c'est vraiment c'est pas sur les enjeux mais c'est plus sportivement. Il y avait très peu de vent ce jour-là à Ruka, il était de face et ça a envoyé un nombre hallucinant attends, je me suis noté un nombre hallucinant de sauts très très longs. Il y a eu 13 sauts au-dessus des 140 mètres, quasi tout le monde à 130 mètres. Le jour-là, Lanisha qui fait un 149 mètres, donc c'est HS 142 avec télémarque. Euh, C'était juste un début de saison, un pur régal. Voilà. Donc c'était vraiment du kiff de visuel, on va dire. Le retour sur la neige après l'ouverture à Aussi, ouais, Wisla aussi. c'est vrai. Ouais. On va Euh, passer maintenant au meilleur moment. Alors, ça peut être, c'est pas forcément un concours, hein. Moi, j'ai mis un concours, mais ça pouvait être aussi quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu as pris comme moment plutôt subjectif de ton côté? alors j'en ai noté deux. J'ai adoré Kulm et je pense que ça s'était ressenti dans le bilan l'épisode du week-end parce que il y avait tous ces sauts rasants là, c'était vraiment le pur vol à ski. C'est bah, Preutz, Zouad, ça qui frottait et qui allait à 230 mètres et esthétiquement, donc voilà,
on retrouve ce côté un peu esthétique. Et j'ai bien aimé sportivement quand même vraiment l'excitation d'Innsbruck avec Granerud. Et ça va aussi avec ce que tu disais avant parce que le deuxième saut de Granerud où il fait genre il trouve le déclic à Innsbruck. Il n'aime pas ce tremplin. On a peur pour lui, on a peur pour sa tournée. Il trouve le déclic au deuxième saut, même pas au premier. Et il sauve la tournée. Et on sait qu'après, il va pouvoir dérouler à Bischofshofen. Il y avait cette excitation et c'était vraiment un moment voilà, excitant au cœur d'une tournée excitante. Voilà, et moi j'ai mis Lake Placid pour plusieurs choses. Le retour sur le continent américain, le fait que j'ai bien aimé, il faisait beau, il y avait plutôt des concours sympas, l'ambiance en bas avec la Pologne. Donc voilà, moi j'ai mis Lake Placid pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour le C'est vrai que week-end. C'est c'est et je, là-bas. Et du coup, et je crois qu'ils ouais, sont au vas-y. programme. Enfin, en tout cas, j'ai vu sur un pré-programme, il semblerait que il soit prévu pour l'année prochaine parce que c'était vraiment Ouais, alors je un sais vrai pas si succès. c'est Iron Mountain ou Lake Placid, hein. En tout cas, ouais, c'était vraiment une réussite et c'était un bon week-end, ouais. Et du coup, pour finir hein, sur les hommes, quel est ton pire moment? Quel est le moment où tu as regretté d'être fan de saut à ski? Là, tu m'incites à dire l'arty, mais je ne dirai pas l'arty. Non, c'est un peu général. C'était vraiment la stagnation des. Enfin, c'est même pas. Non, la stagnation, c'est le retrait maintenant des distances en vol à ski. Où après des années un peu folles autour, on avait régulièrement des sauts très proches des 250, voire quelques-uns au-dessus. Là, on a eu un 246 mètres de Stefan Kraft à Vikersund, et sinon, il n'y a eu aucun saut officiel au-dessus de 242 ou 43. Et, euh, et, et on en a parlé longuement à la fin de Planitza. Mais c'était vraiment les 3 week-ends de vol à ski. Alors, c'était des beaux week-ends, il y avait des belles compétitions, mais autour du HS. Et je sais pas, il manque ce petit peps. En plus, le vol à ski, c'est les compétitions et un peu la folie. Et je trouve qu'il y a manqué de cette folie-là. Écoute, moi j'en ai mis deux. J'ai mis Lillehammer parce que c'était terrible. C'est vrai, Euh, c'est vrai. ah, je crois que là, Lillehammer, bon, autant l'Arty, oui, mais Lillehammer, vraiment, c'était horrible. Et j'ai mis les coach requests parce que je trouve que on a beaucoup parlé à Planitza. Ça a été pas mal utilisé. Je sais pas. Je trouve que par moment, on a eu des coach requests, puis la barre est descendue. Enfin voilà. Je trouve qu'il y a un peu de injustice qui se crée un peu avec les coach requests. Après, on les a expliqués pour Timisage, Planitza. On en avait eu, je sais plus qui, on faisait pas mal. Je crois que c'est Granerud qu'on faisait pas mal en milieu de saison. Voilà. Moi, j'ai mis les coach requests. Écoute, ouais. Alors, bon voilà, on finit, c'est peut-être pas le bon conducteur, on finit par les déceptions de la saison, mais c'était une saison passionnante, une saison longue. On a hâte de voir le calendrier de la saison prochaine. Il y a des choses qui se trament. Alors, je crois que ça commencerait à plus tard hein, que cette saison. Il n'y a pas l'effet Coupe du Monde, donc on n'aura pas forcément le week-end de début, euh, le week-end de début novembre. On aurait peut-être un programme plus classique, mais voilà, on a hâte de reprendre parce que même si on râle, en fait, on les aime bien ces épreuves et on adore suivre cette Coupe du Ouais. Monde de saut à ski. On préfère 10 purges et 40 épreuves que moins. Donc voilà pour les hommes, on débriefera rapidement les coupes Conti, les coupes FIS et autres coupes nationales dans un autre épisode. Et on vous dit à très vite pour débriefer, pour faire un autre bilan de cette saison 2022-2023. Bye Salut, bye. merci, au revoir.